L'opposition burkinabé contre-attaque alors que l'Assemblée nationale doit statuer cette semaine sur la modification de l'article 37 de la loi fondamentale qui pourrait permettre à Blaise Compaoré de se représenter sans passer par un référendum. Les députés de l'opposition ont décidé de rencontrer les parlementaires de la majorité, notamment ceux de l'ADF-RDA qui ont récemment rejoint le camp au pouvoir. L'objectif est de démontrer à chacun des députés qui devra voter le risque d'engrenage sur le front social et le malaise politique qui peuvent découler d'une telle révision de la Constitution. L'opposition refuse d'abdiquer, elle espère aller au moins au référendum et faire échouer le projet du président de la République. Selon Ablassé Ouedraogo, membre du parti Le Faso Autrement, le pouvoir ne cherche pas à organiser un référendum, il cherche à réaliser le chaos debout. La seule chose à faire, c'est de barrer le chemin à cette possibilité. Une campagne de désobéissance civile doit avoir lieu mardi, alors que les femmes des partis de l'opposition et de la société civile engagées contre la révision se mobilisent dans tout le pays et demandent au président de la République de retirer son projet au nom de la paix. Le chef de l'État n'a pas réagi et la majorité non plus. Elle détient 3/4 des sièges à l'Assemblée nationale grâce notamment au récent ralliement de l'ADF-RDA. Elle est donc sur le point de réaliser un chaos et de mettre fin plus tôt que prévu à un suspense que le référendum pourrait faire durer. Le gouvernement a annoncé la fermeture des établissements primaires, secondaires et supérieurs cette semaine pour faire face et minimiser l'impact de la campagne de désobéissance civile. La bataille aura été rude pour Dilma Rousseff. Après une longue campagne et des scandales, la candidate du Parti des travailleurs a arraché une victoire sur le fil face à son adversaire Aïssou Neves, soutenue par l'écologiste et troisième du premier tour, Marina Silva. Dilma Rousseff obtient plus de 51% des voix contre plus de 48% de voix pour son adversaire, soit 3 millions de voix entre les deux. C'est l'élection la plus disputée depuis la fin de la dictature militaire dans ce pays qui compte 200 millions d'habitants, dont 148 millions d'électeurs. Dilma Rousseff a réagi très vite après sa réélection. Je ne crois pas, dans le fond de mon cœur, que ces élections aient divisé le pays en deux. Je pense qu'elles ont mobilisé des idées et des émotions parfois contradictoires, mais toujours à la recherche d'un but commun, un meilleur avenir pour le pays. Mas movidas por sentimento comum, a busca de futuro melhor para o país. Chez le voisin uruguayen, le successeur de José Miroca à la tête du pays ne sera connu que le 30 novembre. Au sortir du premier tour, l'ancien président et candidat de la gauche, représentant le parti au pouvoir, Tabaré Vázquez, 74 ans, n'a pas réussi à décrocher la majorité absolue. Il atteint tout juste les 46%. Son adversaire du Parti national, Luis Lacalle, 41 ans, obtient 31% des voix. Le parti conservateur de Pedro Bordobari atteint, lui, les 13%. Ce dernier pourrait apporter son soutien à Luis Lacalle et favoriser un retour de la droite au pouvoir. Une hypothèse que Tabaré Vázquez n'envisage pas. Nous pouvons dire que nous sommes très proches d'avoir la majorité parlementaire. En Europe, les regards étaient tournés vers l'Ukraine. Dimanche, le pays a voté. Ces premières échéances électorales depuis le début de la crise ont permis de reconfigurer le Parlement. Ainsi, le parti du président Porochenko arriverait en tête avec 21,9% devant le Front populaire du Premier ministre Arseniy Yatsenyuk qui obtient 21,6%. Le président ukrainien a déjà annoncé qu'il solliciterait cette formation politique en vue d'une coalition. Nous aurons un nouveau gouvernement, une nouvelle coalition pro-européenne et un nouveau parlement. Là, il y aura une actualisation majeure et j'espère que je serai capable de créer une coalition démocratique pro-européenne et pro-ukrainienne puissante. Pour Porochenko, la coalition aura aussi et surtout amené le combat de l'unité d'un pays secoué par des ambitions indépendantistes soutenues notamment par la Russie voisine. Dans la ville de Kayumali, depuis qu'une petite fille de 2 ans a succombé à la fièvre Ebola vendredi, c'est un vent de peur qui s'est emparé de la population. Et selon les autorités maliennes, c'est le seul cas d'Ebola détecté dans le pays. De ce fait, il ne faut pas céder à l'affolement, un point de vue partagé par plusieurs citoyens maliens. J'ai en fait confiance aussi à l'Organisation mondiale de la santé et au gouvernement malien. Je pense qu'ils trouveront des solutions nécessaires pour cette maladie ici. Je dirais que j'ai vraiment confiance dans le dispositif sanitaire à partir du moment où c'est à travers le ministre même de la Santé que moi j'ai appris comme tout le monde. Donc ça veut dire que suffisamment qu'ils ont eu le temps de
se préparer pour ça, quoi. À Kai, certains habitants se plaignent de ne pas avoir toutes les informations pour prévenir du virus Ebola qui occasionne chaque jour de nouvelles victimes. J'impose le lavage aux mains, au savon. Ouais. Donc ça c'est déjà le premier dispositif. Mais bon, maintenant le reste, on attend de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, on n'est pas trop informé là-dessus. Signalant que dans la ville où la fillette est décédée, on ne se serre plus la main. On se touche plutôt le coude en guise de salutation. À l'entrée des hôtels, des bâtiments publics, on trouve des gels antibactériens ou encore de l'eau et du savon. Un début de prévention en attendant peut-être de nouveaux cas et de nouvelles alertes. Enfin, sport, football. Alors que la phase des éliminatoires de la CAN 2015 touche à sa fin, le monde du football, en l'occurrence la sélection sud-africaine et le club Orlando Pirates, viennent d'être frappés par le décès de leur capitaine et gardien de but numéro 1, Senzo Meyiwe. Ce dernier a trouvé la mort dans une fusillade à son domicile de Vosloorus, en township, à 20 km au sud de Johannesburg, a annoncé un porte-parole de la police. Les faits se seraient produits au cours d'une altercation. 7 personnes se trouvaient à l'intérieur de la maison, y compris Senzo Meyiwe, au moment où 2 suspects ont fait irruption, un troisième reste en dehors. Senzo a été abattu avant que les 3 suspects ne prennent la fuite par la suite, selon la police. D'autres sources médiatiques font allusion à un braquage à main armée. Senzo Meyiwe se trouvait chez des amis lorsqu'un inconnu est arrivé, réclamant les téléphones portables avant d'ouvrir le feu. Le décès du joueur et capitaine d'Orlando Pirates a été constaté à l'hôpital. Le club pour lequel il jouait depuis l'âge de 18 ans a marqué son indignation et sa tristesse. Senzo Meyiwe était également le capitaine de Bafana Bafana. Il les a conduits au cours de la campagne des éliminatoires pour la CAN 2015 avec des succès intéressants contre le Soudan et la RDC. 3 jours après la mort accidentelle du champion du monde 2009 du 800 mètres Mbuleni Mouloudzi, c'était un nouveau choc pour l'Afrique du Sud qui perd ainsi l'un de ses symboles. Senzo Meyiwe avait 27 ans.